Pour moi, quand tu crées quelque chose, t'es obligé de te nourrir pour pouvoir développer cette chose. Et forcément, quand tu développes ta culture artistique, tu vas prendre l'exemple de Frida Kahlo sur son engagement, sur la manière dont elle a d'exprimer ses sentiments sur une toile. Tu vas prendre Van Gogh qui justement a apporté cet esprit de prendre un moment sur le vif. Après, tu vas prendre Picasso qui va justement déstructurer certaines formes. Tu vas prendre Dali qui va pousser le détail au max, mais en inculquant son univers. En fait, tu te nourris de certaines choses pour ensuite retranscrire ce que tu as appris, ce que tu as plus ou moins aimé, tu le remets dans tes histoires, tu vois. Je prends l'exemple d'Eiichiro Oda qui s'est inspiré du château dans le ciel pour One Piece, pas pour tout, mais il faut s'imprégner de choses. Faut aller chercher à droite, à gauche. Exactement. Qui peut. Ce qui veut pas dire mixer, plagier ou quoi que ce soit, ça veut dire justement ouvrir son esprit et puis t'as une information, tu la prends, t'aimes bien, mais tu la modifies avec ton esprit, avec toute ton histoire et voilà, ça donne quelque chose de nouveau. Et Samuel, bienvenue dans le 40e épisode de Pain sur la planche. Ça fait beaucoup. Qui est aujourd'hui produit par Underground Productions, qu'on remercie, qui nous accueille dans leur locaux, super stylé, qui nous ont fait un beau setup, c'est pour ça qu'on a le meilleur quali que d'habitude, mais merci d'être venu. Bah merci à toi, hein. Je t'ai envoyé un message parce que j'ai kiffé ce que t'avais fait, franchement. Bah ça fait hyper plaisir et c'est la première fois que je peux dire ça, mais on travaille avec le même miniaturiste, qui est trop fort. Erwan, on te fait des gros Exactement. bisous. Qu'on remercie parce qu'il est trop cool. Ouais. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de faire des petites miniatures à faire appel à lui. Il fait une petite pub, il faut, je pense. Moi je le fais jamais, toi tu le fais souvent en story. Bah c'est la base, tu sais, tu travailles avec des gens, leur rendre le minimum, tu vois, et ça les met bien, toi ça te prend 2 secondes, tu vois, c'est trop cool. C'est ça, donc je me dis, moi, là c'était l'occasion aussi dès que je peux, je les mets, de le faire. Mon monteur, mon miniature, je les aime trop. Je vais te présenter. Vas-y. Et tu me dis si t'es d'accord avec la présentation. Ok, vas-y. Baggy, de ton prénom Samuel, t'es influenceur, créateur de contenu autour du dessin. T'as commencé par une école d'art et tu t'es notamment fait connaître avec un format où tu dessinais les gens tout simplement dans le métro. Exact. Est-ce que c'est ça? Si un petit résumé rapide. Ouais, le mot influenceur, j'aime pas trop. C'est plus créateur parce que à la limite, tu deviens artiste. Hein. Pour moi, c'est artiste, créateur de contenu, tu vois. Après, artiste et influenceur également. Ou un artiste. Ah oui, c'est vrai, l'influence. Mais ce terme influenceur a tellement été de manière péjorative que maintenant tu es créateur plus qu'influenceur, tu vois. Ok. Dire qu'influenceur, ça fait genre on influence les gens. Bon, ce qui est un peu le cas, mais ouais. Oui, c'est ça en vrai. Ok, trop bien. T'es originaire de Paris? Enfin, ouais, région 9-2 représente 9-2, okay. Anthony. Pourquoi, ma première question, pourquoi cette volonté, parce qu'aujourd'hui c'est ce que tu fais principalement, pourquoi tu veux faire de l'art de base? À la base, parce que j'étais nul en maths. C'est vrai? Non, en fait, j'ai toujours dessiné quand j'étais petit. Ouais. Et on a eu le Covid, nous. Enfin, mon bac, j'ai eu le Covid. Et en gros, j'étais pris nulle part, aucune école. Parce qu'en fait, on m'a donné mon bac, clairement. Et j'étais bon nulle part. Mais vraiment, enfin non, en fait, j'ai fait une terminale S. Maintenant, c'est plus, enfin, il n'y a plus. Et du coup, disons que sur Parcoursup, aucune école m'a pris. Et ma mère, elle m'a proposé une école d'art et tout. Elle m'a dit, fais ça, c'est sûr. C'est juste, tu payes, tu rentres. Donc, j'ai fait un prêt. Je suis rentré. Et je sais pas, je suis tombé amoureux, tu vois. Genre en mode, pour la première fois de ma vie, on te demande de faire tes devoirs sur quelque chose que tu connais un petit peu, que t'aimes faire. C'est manuel, c'est différent d'apprendre des trucs de manière cognitive, tu vois. C'est vraiment, tu crées quelque chose de tes mains. Et je suis tombé amoureux de ça, tu vois. Et sauf qu'en fait, j'avais du retard à rattraper en dessin. Du coup, je me suis commencé à dessiner les gens dans le métro, etc. Et c'est de là que tout est parti. Et vraiment, créer de ses mains, ça change tellement d'apprendre des trucs de maths, etc. Stresser pour une note, c'est... T'as pas la pression des notes quand t'es en école d'art? Si, parce que c'était un concours. Ok. C'était vraiment, on se tirait sur la gueule, c'était le meilleur devait passer, quoi. C'était une prépa? C'était une prépa, ouais. En plus, c'était une des écoles les plus réputées de France avec un niveau, laisse tomber. Les gens, ils dessinaient depuis qu'ils avaient 1 an dans le ventre de leur mère et c'était trop fort. Donc, ouais, c'était assez spécial. Mais et tu te retrouvais dans cette école? Ouais, grave, je me suis fait un de mes meilleurs amis là-bas. C'est avec lui, je bosse sur ma marque de dessin. Genre, c'était tellement dur, mais du coup, plus c'est dur, plus la récompense en est plus belle, tu vois. Et du coup, c'était très dur, on dormait peu. Mais moi, ma vie, elle a changé là-bas. Tu vois, tu changes totalement d'univers. Tu commences à voir vraiment ce que c'est des soirées parisiennes. Ensuite, moi, je suis allé sur les réseaux sociaux en même temps. Je commençais à gagner ma vie. J'avais d'autres projets à côté. Moi, je dormais pas. Je sais pas comment je faisais. Je faisais mon montage en cours, en plus des devoirs que je finissais à 5h du matin. Non, n'importe quoi. Mais ta vie, elle change. Tu vois, tu te dis, ok, c'est ça, la liberté un petit peu. Tu vois, aimer vraiment ce qu'on fait. Parce qu'avant cette école, tu disais que tu dessinais, etc. Mais tu n'avais jamais envisagé ça comme carrière? Je voulais être médecin à la base. Ah ouais? Enfin, à la base, pour faire plaisir à la famille, tu vois, à la daronne. Mais non, je n'ai jamais envisagé. En fait, pour moi, c'était pas... Enfin, en fait,
les gens savent pas, mais en fait, tu peux faire de l'argent dans l'art maintenant. Enfin, les gens s'en rendent pas compte, mais il y a du taf. C'est-à-dire ? Il y a du taf parce que, tu sais, tout le monde voit ça comme, oui, école d'art, tu rates ta vie si tu fais ça, ou alors c'est un truc vraiment, faut nicher ou faut percer dans l'international pour gagner sa vie. Mais en fait, non, tu vois, quand tu ouvres tes yeux, tout est dessiné par quelqu'un. Tu vois, ce micro, ta montre, c'est ça, les logos. Quand tu ouvres tes yeux, tout est dessiné par quelqu'un, ou pensé par quelqu'un, ou que ce soit la direction artistique. Tu vois, là, les lumières, quelqu'un, enfin... C'est vraiment, il y a du taf, bon, moins qu'avant parce que bon, il y a l'IA, etc. et tout, mais il y a beaucoup de travail à faire. Après, il faut bosser, il faut être le meilleur dans son domaine parce que c'est très compétitif. Enfin, et on reviendra sur cette phrase, faut être le meilleur dans son domaine dans l'art. Je pense que c'est intéressant, surtout sur comment tu te positionnes dans tes activités aujourd'hui. C'est plutôt cool. Tu finis cette prépa, donc là, je t'ai dit, première partie un peu historique et de Baggy. Baggy, est-ce que ton pseudo, ça vient de One Piece ou pas du tout ? En fait, je portais des pantalons larges. En fait, moi, j'ai des potes qui sont tout le temps en jogging. C'est jogging, bah bref. Un skater un peu ? Quoi ? Un peu. Rien à voir. Bah, tu sais, genre en mode. Enfin, c'est pas des Lacoste, entre guillemets, rien à voir, mais genre ils sont toujours en jogging, truc très serré ou très vêtements de sport, on va dire, tout le temps. Parce que tous mes potes ont fait du basket et tout ensemble, donc ils sont toujours très sportifs et tout. Et moi, je suis arrivé un jour avec un pantalon large, mais large, je sais pas d'où je l'ai sorti, mais je sais pas, j'avais envie de changer et tout. Et depuis, ils m'ont appelé Baggy, et en même temps, je cherchais une direction artistique pour mon univers, entre guillemets, parce que avant, mon nom sur les réseaux, c'était samuel.dbc, jusqu'à mes 700 000 abonnés. Et après, je me suis dit, il faut une DA quand même, tu vois, c'est important d'avoir un univers. Et j'ai pensé à Baggy, parce que mes potes, ils m'appellent comme ça. Baggy, c'est un clown. Donc, c'est dans One Piece, qui est mon manga préféré, qui est Baggy le clown, un des meilleurs persos de One Piece, tu vois. Qui est trop drôle. Le mec s'en sort partout. C'est le perso préféré d'Eiichiro Oda. Et je me suis dit, vas-y, je prends cet univers-là. Et au final, bah, tu vois, la couleur rouge, ça revient tout le temps dans mon univers. Il y a une marque et tout, qui s'appelle Clown et tout. Même mes œuvres, mes dessins, je signe. C'est vrai. Donc en fait, ça crée un univers. Et voilà. Mais à la base, c'était juste parce que mes potes, ils m'appelaient comme ça. Ok. Mais au final, après, t'as réussi à rattacher après, j'ai lié ça. les deux. Et après, j'ai lié les deux. Ok. Suite à ta prépa, tu vas rejoindre une école qui est assez connue parce qu'elle sort des très bons animateurs, qui est l'école Georges Méliès. En fait, entre-temps, j'ai fait ma première année d'école d'art. Donc, bon, je vais pas la citer parce que je les emmerde, mais j'ai fait ma première année. Après, je fais 2 mois dans la deuxième. Je paye toute l'année, ils veulent pas me rembourser, donc je pars au bout de 2 mois. Donc c'était très cher et j'avais fait un prêt, ils m'avaient mis dans la merde et tout. Et moi, les réseaux, ça commence à marcher, donc j'arrête. Je prends une année sabbatique, genre de 8 mois, et après, je décide de reprendre les études parce que voilà, il fallait que je me restructure. Et c'est là où, du coup, que je rejoins Méliès. Du coup, c'est mon début de 3e année, entre guillemets. Et tu fais quoi pendant cette année ? Je fais une vidéo par semaine sur YouTube pendant 2 mois. Mais je monte moi, t'as pas trop d'argent à ce moment-là. Enfin, j'avais un petit peu, mais pas non plus. Je monte moi, je faisais mes miniatures, etc. Je dessinais beaucoup dans la rue, etc. Mais par contre, j'ai fait de beaux projets en vrai. J'ai beaucoup aidé les sans-abri à ce moment-là, tu vois. Genre, j'ai rencontré Tony, qui est un sans-abri que j'aide beaucoup. Une dame, on a retrouvé son fils perdu, etc. La vidéo a fait genre 15 millions de vues. On a retrouvé son fils perdu, tu vois. Et j'ai été plus dans le social dans cette année-là où je m'amusais vraiment à dessiner plus de gens et comprendre leur vie. Mais sinon, je me la touchais un petit peu. Je me levais à midi. Par contre, je bossais tous les jours. Parce que, tu sais, t'as pas d'horaire vraiment. Mais bon, je me levais à midi. J'étais pas vraiment très sérieux. Et c'est là que je me suis dit, ouais, peut-être faut que je me remette sur les rails. Et je me suis dit, bah, autant refaire une école d'art, quoi. Et je tombe sur la meilleure école d'art du monde. Genre, un truc de fou. C'est un de mes anciens profs qui m'a conseillé d'aller là-bas. Qui était là-bas aussi. C'était le meilleur prof de mon ancienne école. Voilà. Donc, tu lui as accordé la confiance. Armel Golm, qui est un très très grand artiste qui a bossé avec Kim Jong-il et tout. Un génie du dessin et tout. Et voilà, c'est grâce à lui que j'étais là-bas aussi. Ouais. Ok. Et t'as validé ton entrée là-bas ? Genre en mode. T'as kiffé ? En fait, j'ai kiffé parce que. Enfin, en fait, j'arrivais avec un statut un peu dans l'école, dans le sens où j'avais un arrangement avec l'école où je leur faisais de la pub, etc. Mais du coup, j'avais un statut, ce qui a un peu créé un déséquilibre avec certaines personnes. Et vu que j'étais trop dans mon univers et tout, peut-être que j'ai eu une mauvaise expérience, je pense, avec les élèves, tu vois. Sauf un mec, je me suis fait vraiment pote avec lui, tu vois. Donc j'ai toujours un ami. Mais disons que c'était assez spécial quand même parce que j'étais différent dans le sens où j'avais un problème avec une prof parce qu'elle pouvait pas me saquer. Donc moi, j'en avais rien à foutre, je faisais mes trucs. Je devais faire des vidéos, je devais rentrer. Genre, tu vois, mes cours, enfin, les cours avec les élèves, tu vois, eux, ils se finissaient vers 16h. Enfin, à 16h, je te l'ai dit, hein, moi, je rentrais des cours. J'arrivais, je faisais mon montage à 17h, 18h, je le postais, puis je faisais avec ma famille, puis ensuite je faisais mes streams. C'est-à-dire qu'en gros, j'étais vraiment dans un autre univers par rapport aux autres élèves. Donc mes devoirs, je les bâclais un peu, ce qui énervait une prof à moi. Donc comment j'ai fini par plus aller dans ses cours. Et c'est quoi ce statut particulier dont tu parlais ? Bah en fait, ça crée une sorte de distance sans le vouloir. Parce que l'école t'a accepté parce que... Non, ils m'ont accepté pour mon niveau, etc. Parce qu'en soi, j'avais déjà fait 2 ans, tu vois, j'avais 2 ans d'avance sur ceux qui étaient... En fait, c'est comme si j'avais redoublé de 2 années, tu vois, j'étais avec des mecs dès 2004, il me semble, c'est ça, donc ils avaient l'âge de mes petits frères et tout. Donc... Mais après, il y avait des gens de mon âge aussi, tu vois. Mais en majorité, c'était des gens de 2004, etc. Donc ça crée un peu...
pense qu'en vrai, 2 ans, oui, je pense que ça joue aussi, tu vois, sur eux, ils viennent de rentrer du lycée. Moi, ça faisait déjà 2 ans que j'étais dans la vie active, entre guillemets, avec les réseaux, etc. Donc, c'était assez spécial, tu vois. Et puis, je n'étais pas vraiment à l'aise en termes socialement parlant, même si je me suis fait des potes et que je peux parler avec une table basse, parce que je m'entends avec tout le monde, entre guillemets. Mais je le ressentais, peut-être que moi aussi, dans ma tête, j'avais un statut, tu vois, je sais pas. Peut-être que je les prenais de haut, j'en sais rien. Parce que je me suis embrouillé avec des élèves, en vrai. Ah ouais. mais c'est pas grave, en vrai, tu vois, c'est normal. Mais je me suis fait un très bon ami qui aime Billie Eilish, donc on va souvent, on se voit, on parle et tout. Donc ça fait plaisir. Mais ouais, j'avais un statut un peu spécial. Et sinon, l'école en soi est incroyable. Genre vraiment, les élèves sont hyper épanouis et tout, mais voilà, c'était assez spécial. Tu vas rester combien de temps dans cette école ? En vrai, je fais même pas la full année, je reste 8 mois, je crois. Non, même pas 8 mois. Je suis rentré en octobre, je suis parti en avril. Non, ça fait 7 mois. Ouais. Ok, 7 mois. Ok. 7 mois. Si tu restes 7 mois à Georges Méliès, est-ce que la motivation de quitter cette école, ça vient du fait que tu gagnes ta vie déjà ailleurs ? Ça vient de tellement de trucs en vrai. C'était non, parce qu'en soi, à l'école, je gagnais ma vie grâce à l'école, tu vois. Parce qu'en fait, je faisais des formats sur l'école et du coup, bah, les gens kiffaient ça, tu vois. C'était plus, en fait, je suis rencontré une fille après qui m'a fait beaucoup mal d'ailleurs, mais bon, c'est pas fou. En plus, je venais d'avoir un agent, donc là, il y avait beaucoup de contrats qui venaient d'un coup. Il y a ma famille en plus à gérer. C'est en mode, j'avais 10 000 trucs à gérer et j'avais plus vraiment de temps pour les devoirs. Plus en plus, je commençais à avoir une sensation un peu chelou à l'école, de plus avoir ma place et tout, parce que enfin, vraiment, tu vois, j'arrivais à l'école, je disais bonjour à tout le monde, je faisais ma vidéo, j'étais dans mon coin. Ah, je vois ce que tu veux dire. Enfin, je parlais un petit peu avec les gens, mais... non, en vrai, je me suis fait 2 potes avec qui je rencontrais archi bien, mais j'étais carrément dans mon coin, je faisais pas les soirs avec eux, enfin, j'ai fait 2-3 soirées avec eux. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre, et si t'es dans une école, qu'il y a un mec qui vienne pour créer du contenu, qui est dans ta classe avec toi et tout, tu vois, genre ça peut peut-être créer un... Bah non, en soi, parce qu'en vrai, ils étaient trop gentils, tu vois, même ils passaient dans mes vidéos, on s'entendait bien, mais après, ça s'est dégradé parce que j'étais vraiment focus sur mon truc et que voilà. Et puis, il y avait aussi une forme, je pense, de jalousie, entre guillemets, parce que du coup, je payais pas l'école, mais je créais du contenu. En soi, j'ai dû rapporter tellement plus que ce que j'écoutais à l'école, tu vois. On a fait peut-être, je sais pas, 600 millions ou 1 milliard de vues sur l'école, c'est n'importe quoi. Donc en vrai, en soi, je pense que l'école était rentable avec moi, mais ça a créé, tu vois, pour certains élèves, tu sais, eux qui... Parce que, tu vois, c'est des élèves qui galéraient, tu vois, même il y en a, ils mangeaient presque pas le midi ou ils ont galéré à avoir le prêt, etc. Beaucoup pour rentrer. plus précaire. Donc voilà, donc forcément, ça crée une sorte de sensation bizarre pour certains. Et puis moi qui ouvre ma gueule tout le temps sur ça, au lieu de garder ça pour moi, tu vois, j'ai parlé, donc ce que j'aurais pas dû faire. Mais voilà, mais après le directeur, on s'est grave kiffé parce que voilà, j'allais le voir de manière privée, on mangeait ensemble, etc. Parce que du coup, j'ai aidé l'école à se développer un petit peu. Pas énormément, tu vois. Ouais, c'est vrai que du coup, t'avais vraiment ce statut particulier. Ça crée un statut particulier. Un décalage, en fait. Voilà, et il y avait totalement un décalage de fou parce que, tu vois, bon, après, c'est comme ça arrive, mais bon. Mais je l'ai pas, j'ai mal vécu plus la relation élève-élève que la vie dans l'école, parce que l'école est vraiment génialissime. Okay. C'est les States, quoi. Tu pètes un cap. C'est beau, c'est bien. Il y a un restaurant dans l'école qui te fait du fait maison, c'est génial. Tous les profs sont géniaux, sont trop forts. C'est incroyable. Vraiment, j'ai été choqué en fait. Tu vois, t'arrives, tu fais ah ouais, ok, d'accord, c'est les States. Ok, très bien. Ah, trop bien. Ouais. T'as parlé à plusieurs reprises de ta famille. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne te connaissent pas ? En gros, ma mère a perdu son travail après le Covid. Donc, quand TikTok a commencé à payer, je me suis dit, ok, on va faire des vidéos tous ensemble. Au début, on faisait des vidéos en famille. Donc, on faisait ouais, il y en a un ici. On racontait nos conneries qu'on faisait quand on était petits, tu vois, nos bêtises. Et ça a pris direct, on faisait des 7 millions, 5 millions, toutes les vidéos, genre c'était abusé. Et quand TikTok commençait à payer, donc en gros ça faisait de l'argent pour mes petits frères et pour moi en plus. Et sauf que ma mère, tout le monde commençait à la kiffer, etc. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais créer un compte à elle. Je fais une fausse vidéo d'elle où genre je dis POV, ta mère a 64 ans, ce qui n'est pas vrai. Mais ça marche. Le mauvais fils. Non, mais ça prend, tu vois. Genre les gens disent quoi, elle a 64 ans et tout. Parce qu'en fait sur TikTok, t'as 10 000 abonnés. Enfin, t'es payé au bout de 10 000 abonnés, tu vois. Et là, ma mère, ça prend 10 000 abonnés en une soirée. Elle est payée instant et genre premier mois elle fait genre je sais pas 5 000 euros je crois. Bon après tout est déclaré et tout tu vois. Oui. Mais t'imagines genre en mode tu passes de 0 à 5 et après t'as les partenariats qui arrivent tu vois et puis même nous ça nous fait rentrer de l'argent. Enfin, tu vois genre t'es là tu es ok d'accord donc. Est-ce que t'as le sentiment d'avoir un peu libéré ta famille d'un poids en faisant ça ? Je sais pas parce que tu vois mes frères en fait ils étaient pas très école, il y en a il l'avait redoublé, l'autre il bossait chez Carrefour tu vois donc en soi c'est jamais été leur truc l'école mais par contre créer du contenu c'est trop fort tu vois genre mon frère déjà était sur les vidéos il gérait de fou mais je suis arrivé et je lui ai dit écoute parle tu vois ouvre ta bouche et genre tu vois c'était le match France-Argentine je sais plus quoi. Donc 2018. Ouais, non, France-Argentine, non, la finale. Ah, ok. La finale là de 2022. Et du coup, je dis parle devant ta caméra, il parle, ça fait 500 000 vues, il prend 200 balles en 1 heure. Tu vois, tu dis ok, d'accord, il se passe un truc. Parce qu'à l'époque, c'est TikTok, on était payé genre, je gagnais peut-être pour 20 heures de travail par semaine, je devais gagner entre 150 et 200 euros par mois, ce qui n'est rien.
Rien en soi. Ouais. En fait, on faisait pas ça pour l'argent. Moi, je faisais pas ça pour l'argent, je faisais ça pour m'entraîner. Et d'un coup, quand t'es payé x 50, tu te dis, ah ok, il y a un truc qui change. Et du coup, tu mets tout le monde, tu vois. Tu dis, on est gain de l'argent, venons faire un truc ensemble. Et du coup, ma mère, ça lui a fait un nouveau métier. Parce qu'avant, elle a enchaîné 3 tafs. Du coup, ma mère, ça l'a libérée en tout cas. Ouais. Je sais que mes frères, ça leur a donné une porte de sortie. Mais bon, tu vois, ils étaient jeunes, donc en soi. Ils avaient encore tous les choix possibles. Voilà. Quoi. Mais très vite, on s'est rendu compte que c'était ça le plus rentable, plus vite. Puis voilà, maintenant on a tout structuré, on fait des shoots Instagram. C'est ce que tu m'as dit, tu fais des shoots Instagram, t'as un agent, t'as en gros, un coach même. Ouais, en gros, j'ai essayé du coup, pour ceux qui savent pas, du coup, toute ma famille fait des vidéos, tout le monde crée du contenu, voilà, tout le monde gagne sa vie grâce à ça, de manière très très bien même. Et ouais, en fait, au début, j'ai essayé de tout prendre dans la gueule pour essayer de débroussailler un peu, tu vois, pour ma famille. Donc en gros, j'ai trouvé l'agent, notre équipe, tu vois, le monteur, etc. Notre coach, c'est ma mère qui l'a trouvé. Donc en gros, on a essayé de structurer ça. Pour que vraiment, parce que c'est très dur, hein, les gens nous voient très heureux, etc. Mais il y a des moments où on s'est battu avec mon frère pour une connerie, quoi. Ah ouais? Ouais, il y a des moments où il y a des hauts et des bas, mais c'est mon frère, on s'est battu, mais. Tous les frères se battent. Ouais, mais là, c'était vraiment vénère, quoi, parce que du coup, c'était il y a pas longtemps en plus, ça a vraiment cassé un truc, et du coup, ma mère a pris une coach, et depuis, tout va mieux. Enfin, tu vois, en fait, tu sais, comme une relation frère et sœur, ça se. Parce que t'as 3 frères, c'est ça? J'ai 3 petits frères, un petit de 9 ans, 2 jumeaux de 20, et moi, du coup, j'ai 22, et en fait. La coach, ça nous a permis vraiment de restructurer tout ça. Et puis voilà, on s'est embrouillé, le lendemain, c'est fini, tu vois. Ouais. Voilà, ça a duré une semaine, c'était le plus long, on s'est pas parlé. Genre, mais voilà, après, le lendemain, rien n'a changé, tu vois. Et au contraire, on se redonne des idées et tout. Et justement, ça consolide un peu ce groupe, tu vois. Tu sens que c'est un cercle vertueux? Genre, en mode, toi, t'apportes à ta mère t'apporte à tes frères, ton frère t'apporte à toi, etc. Après, il y a toujours un terme d'ego. En fait, chacun a ses petits défauts, donc tout le monde se morde parce qu'on vit ensemble, on mange ensemble, on travaille ensemble. Vous habitez toujours ensemble? Ouais. Bon, là, l'année prochaine, je vais prendre mon appart, mais voilà, on bosse ensemble, on mange ensemble, on travaille ensemble, on a nos bureaux ensemble, on fait nos collabs ensemble. C'est-à-dire qu'en gros, des fois, ça fait lourd, tu vois, pour tout le monde. Des fois, j'en ai marre de voir leur gueule. Je les aime bien, hein, mais oh là là. Des fois, ils me font ils rangent pas derrière eux. Bon, après. Puis moi qui suis maniaque, je me casser. Mais moi aussi, je les fais chier, tu vois. Donc voilà, c'est assez drôle. Mais ouais, c'est tellement virtueux. T'imagines, tu bosses avec ta famille, tu te lèves quand tu veux. Enfin, après, moi, je me lève tôt, 8h, tous les matins. Ouais, ce que tu me disais, t'as l'air assez dans une routine. Tu t'imposes une routine, tu vois. Je m'impose une routine, mais je suis pas encore parfait. Tu vois, je fais plus de sport, je dessine moins, je mange, on va dire, ok. Mais non, je me couche tôt, je me lève tôt et je fais mon lit surtout. Je range tous les matins, c'est vraiment ma base, au moins un petit peu, tu vois. C'est quoi ce truc de faire son lit? Parce que tu me l'as déjà dit en haut. Je sais pas, pour moi, genre, j'ouvre mes volets en grand, je fais mon lit. Je sais pas, c'est genre. Si je fais pas mon lit le matin, je sais que je passe une journée de merde. Ok. Enfin, je sais pas pourquoi, mais tu sais, c'est. Ouais, c'est la première action qui dit que t'es dans une bonne démarche. Première action qui dit à ton cerveau, go, continue, tu vois. Grand volet ouvert. En plus, je me lève en 2 secondes. Enfin, je m'endors en 2 secondes, je me lève en 2 secondes, donc c'est cool, tu vois. Pas besoin. Okay. Je me lève avant mon réveil, donc tu vois, je fais. Ah tac, ouais? Ouais, 1 minute avant mon réveil, je sais pas, c'est comme ça. Mais après, tu vois, t'as des gens, tu sais, ton cerveau, il se plug sur certains trucs et tout, tu te réveilles. Ouais, je fais mon lit, pour moi, c'est trop important. Si je le fais pas, ça m'énerve. Je m'énerve moi. Et si je m'énerve moi, je passe une mauvaise journée. Incroyable. Donc voilà, mais du coup, ouais, je fais des vidéos avec ma famille, tous ensemble, et ça marche bien, ouais, de fou. Ok, c'est trop stylé. Aujourd'hui, pour expliquer un peu le contenu que tu fais, pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est que ça a pas mal évolué. Avant, tu étais très sur un format court. Maintenant, tu es vachement plus axé YouTube, j'ai l'impression. Tu continues le format court, bien évidemment, mais j'ai l'impression que tu as un souci d'aller sur le format long et de mettre de la qualité sur ce format long. Pas du tout. Ah bon? Non, en gros, non, si en fait format long, t'es obligé d'avoir de la qualité. Oui. Donc en gros, ça prend beaucoup de. Non, en fait, est-ce qu'il y a un souci de qualité? En gros, ma question c'est, est-ce que toi, à titre personnel, t'as une volonté d'aller vers plus le format long que le format court? Oui, bah en fait, format long, ça, tu peux faire beaucoup plus de choses. Genre, t'es beaucoup plus libre, tu peux faire beaucoup plus de qualité, créer plus de vidéos, mieux écrire, etc. Format court, c'est tac, tac, tac. Même si tu peux faire de belles choses en 1 minute, tu vois. Mais en 15 minutes, c'est vrai, ça prend tellement plus de temps. Et puis, je préfère, tu vois, genre, vraiment, j'ai grandi avec YouTube. Mais après, on me dira maintenant qu'en fois, c'est plus important de faire des formats. Enfin, c'est plus si important que ça de faire des formats longs, tu vois. Mais tu peux faire transmettre tellement plus de choses en format long que je préfère. Et puis en termes de crédibilité aussi, tu crées de plus belles vidéos, tu bosses avec plus de gens, ça coûte plus cher, mais je préfère personnellement faire des formats longs. Mais après, plus gratifiant peut-être. C'est plus gratifiant, mais après tu fais des formats tellement incroyables en format verticaux. Mais en format long, tu vois, les gens ils disent ouais, j'ai vu réécouter ta vidéo, je l'ai revue. Parce que tu sais, tu vois, ils mettent des commentaires vraiment pertinents, même s'il y en a sur TikTok, mais en fait là, tu partages plus de choses avec les gens. Et puis voilà, et puis après, c'est... Et justement, sur ces formats longs, je pense qu'il y a 4 types de formats que tu proposes principalement. Il y a les vidéos interviews, tu n'en as pas fait énormément, mais il y en a quelques-unes. Il y a l'histoire de l'art. Il y a le jeu dessine avec, un peu ton format fit.
peut-être. Et un dernier format qui est plus où toi tu dessines. Ouais, voilà. C'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, il y a un format que j'apprécie particulièrement, c'est celui sur l'histoire de l'art. Parce que je trouve que... c'est celui qui marche le mieux. Bah, en fait, je trouve que tu as pas mal capté les codes YouTube classiques, tu vois, à la Squeezie, avec les bons textes en motion design, tous les trucs comme ça, le montage qui est... Bah, ça, c'est Nourdine, hein. Vraiment, le monteur, il est incroyable. Et l'histoire est cool, et puis surtout, tu as un rythme qui est dynamique, mais ton storytelling, il est posé. Ouais, bah, genre, c'est ton gentil. Storytelling, il prend quand même le temps d'expliquer les choses et tout, et d'apporter la vie de l'artiste, quoi. Ouais, bah, en fait, je me focus sur les premières. Ce qui est important sur YouTube, tu vois, c'est les 15 premières secondes, l'intro. Et après, tu peux développer, etc. Parce qu'en fait, tu vois, en général, sur YouTube, tu vois, genre, la rétention, ça fait ça, puis après, ça fait ça, les gens restent. Exactement. Et en fait, du coup, il faut garder la rétention le plus vite possible, enfin, le plus possible. Et après, tu vois, tu peux développer, En fait, tu vois, ce que je disais, c'est que quand tu es créateur de contenu, tu peux faire. Enfin, n'importe quel créateur peut rentrer dans n'importe quel métier, tu vois. Genre, ça t'apprend à écrire, à te poser des questions, poser des questions universelles pour créer de l'interaction avec ta communauté. Et j'adore ça, tu vois. En plus, même moi, ça me fait tellement travailler ma culture artistique. Genre, maintenant, je connais tellement de trucs. Et genre, tu vois, moi, je vais être le mec chiant à table qui connaît tout, enfin, entre guillemets, parce que bon, c'est un grand mot, hein, mais genre, tu sais, sur les plus grands artistes, je connais après leur vie, tu vois. Et c'est trop bien, tu vois, genre, tu développes ta culture, mais du coup, ça te force. Enfin, du coup, je dessine moins parce que du coup, je me focus plus sur le technique. Mais du coup, là, je cherche un équilibre et je commence à redessiner, je commence à peindre. Il faut que je fais plus de sculpture, tu vois, j'en faisais beaucoup et parce que j'étais bon, tu vois. Donc, c'est un équilibre à prendre, mais ouais, les formats storytelling. Et est-ce que tu penses que le fait de. Tu vois, il y a un peu ce côté inspirant d'aller voir des grands artistes, de regarder leur histoire, etc. Il y a ce côté où tu dis, le mec, il s'est donné, c'est inspirant ce qu'il fait, tu vois, il a marqué l'histoire, il y a tout ce truc-là. Est-ce que tu penses que c'est important d'avoir une culture de l'histoire de l'art dans le dessin? Ouais, bah oui. Ouais. Pour prendre un minimum de crédibilité, tu vois, parce que le dessin en soi, enfin, à part Kim Jong-gi, je connais pas même Kim Jong-gi. Enfin, il faut s'inspirer. Il faut s'inspirer pour tout. En fait, même quand tu crées, il faut s'inspirer. Il faut se nourrir d'informations. Et quand tu te nourris de manières dont certains artistes peignent leur toile, réfléchissent sur leur composition ou plein de choses, c'est nécessaire. Si tu n'as pas de culture artistique, c'est mauvais parce que tu vas rester enfermé sur toi. Et du coup, bah, tu vas pas évoluer. Enfin, tu vas évoluer, mais pas en fonction de ce qui se passe autour. Tu vas juste, en fait, tu vas faire comme ça, tu vas te fermer les yeux et tu vas pas voir ce qu'il y a autour. Et en fait, c'est nécessaire que tu sois chanteur, danseur. Enfin, je vais pas parler pour tout le monde, mais pour moi, quand tu crées quelque chose, tu es obligé de te nourrir pour pouvoir développer cette chose. Et forcément, quand tu développes ta culture artistique, tu vas prendre l'exemple de Frida Kahlo sur son engagement, sur la manière dont elle a d'exprimer ses sentiments sur une toile. Tu vas prendre Van Gogh qui justement a apporté cet esprit de pointisme, de rapidité, bah voilà, exactement. Enfin, pas de pointisme, je dis n'importe quoi. Cet esprit de prendre un moment sur le vif. Après, tu vas prendre Picasso qui va justement déstructurer certaines formes. Tu vas prendre Dali qui va pousser le détail au max, mais en inculquant son univers. En fait, tu te nourris de certaines choses pour ensuite retranscrire ce que tu as appris, ce que tu as plus ou moins aimé, tu le remets dans tes histoires, tu vois. Même je prends l'exemple de Ichiro Oda qui s'est inspiré du château dans le ciel pour écrire pour One Piece, pas pour tout, mais faut s'imprégner de choses. Faut aller chercher à droite, à gauche. Exactement. Qui peut parce qu'il veut pas dire plagier ou quoi que ce soit, ça veut dire justement ouvrir son esprit et puis tu as une information. Tu l'apprends, t'aimes bien, mais tu la modifies avec ton esprit, avec toute ton histoire, et voilà, ça donne quelque chose de nouveau. Et tu vois, je pense que dans les auditeurs du podcast, il y a beaucoup de personnes qui ont cet aspect à vouloir être dans le manga, donc à faire beaucoup de dessins, donc soit numérique, soit en crash papier. Est-ce que tu penses que c'est intéressant aussi d'explorer d'autres médias comme la peinture, médium, pardon, tout ça? J'ai un gros problème avec les gens qui dessinent du manga. Parce que je l'ai fait aussi. En fait, il faut être mangaka. Si tu veux être mangaka, deviens mangaka. Mais le problème des gens qui font du manga, c'est qu'ils ne font que du manga. Genre, ils dessinent que ça. Genre, tu leur dis, est-ce que tu sais dessiner? Ouais, je sais faire des trucs en couleur hyper bien fait. Regarde, c'est magnifique. Hein. Ils font des trucs magnifiques parce que illustrés de manière incroyable. Mais ils dessinent que ça. Tu leur demandes de dessiner une pomme. Ils vont galérer à dessiner une pomme. Alors qu'ils savent dessiner un Shikamaru hyper bien dessiné, tu vois, avec son chien de manière hyper dynamique. Alors qu'en vrai, après, en général, les gens qui font du dessin manga, c'est plus par passion. Ils n'ont pas de personne qui leur dit oui, fais comme ça, etc. Parce que tu sais, quand tu apprends à dessiner en école d'art, tu apprends à dessiner vite, tu apprends à dessiner lentement, tu apprends à dessiner des pommes, tu apprends à dessiner tes chaussures, tu apprends à dessiner tes mains, des visages. Et en fait, ça t'ouvre l'esprit. Et c'est ce que j'essaie de prôner, tu vois, dessiner tout est dessinable et tout. Mais du coup, quand tu dessines du manga, c'est la base. Enfin, je veux dire, Eiichiro Oda, je sais pas si vous regardez ses planches, c'est un génie. Le mec, c'est tout dessiné. Ou n'importe quel créateur de manga, n'importe quel mangaka, aucun mangaka a appris à dessiner en dessinant du manga. Ils ont appris à dessiner en dessinant des humains, en dessinant des tasses de café, des tables, tout ce qu'ils avaient autour, de la perspective.
Et après, tu choisis ton style. Beaucoup d'observation. Bah oui, là, l'observation, si tu vas apprendre à dessiner, tu t'observes. Et toi, c'est ce que tu fais aussi? Bah, c'est ce qu'on m'a appris, c'est que j'ai du mal à. Enfin, oui, je sais dessiner des trucs, mais j'ai encore beaucoup de mal et tout. Mais par exemple, non, moi j'ai beaucoup de mal avec ceux qui dessinent que du manga parce qu'au final ça les ferme dans un truc et ils disent ouais, je dessine que du. Ils te montrent des dessins, regarde, je dessine, ils font que du manga. Et un prof à moi, il disait c'est bien tes dessins, mais c'est tous les mêmes. Tu vois. Et ah, ok, ouais, c'est vrai. Du coup, est-ce qu'il y a un monde dans lequel tu penses qu'il faut passer par une certaine forme de dessin réaliste avant de le styliser? Mais le mot réaliste, parce qu'en fait, les gens qui font du dessin, enfin le manga, ils font bon, ok, bah tu sais quoi, je vais faire de l'hyper-réalisme. Et ça, en fait, du coup, ce que je trouve, c'est pas une question de réalisme, c'est une question de ce que tu vois, en fait. Tu peux dessiner quelque chose de réaliste, mais pas avec les ondes parfaites, tu vois, juste avec ta patte. Avec ta stylisation. Même avec ce que tu ressens sur le moment, parce que le dessin aussi, c'est ressentir, tu vois. L'art, c'est quelque chose qui se ressent. Et quand tu dessines une table de manière académique, c'est ça qu'on dit, académiquement parlant, c'est nickel, mais tu rajoutes ton truc sur les ombres, j'en sais rien, sur un trait plus vif. J'ai l'impression que tu as une vision de l'art qui est vachement plus dans le ressenti que dans la technique. Bah en fait, j'ai été dans une école, donc je vais pas la citer, mais c'est une école très très carrée, etc. Où ils t'apprennent à dessiner 4 heures sur un pupitre et tout. Et en fait, c'est très chiant, mais c'est comme ça que si tu vas apprendre à dessiner, c'est comme ça. Tu vois, genre, t'apprends à dessiner n'importe quoi, n'importe quand, n'importe quel moment, que ce soit 10 minutes, 1 heure. Mais en fait, j'ai trouvé ça un peu trop contraignant. Un carcan. Voilà, et puis ça veut dire quoi un carcan? Ça t'enferme. Voilà, exactement. T'es comme ça, tu peux pas vraiment exprimer ce que t'aimes. Tu vois, t'es 4 heures sur ta chaise. Est-ce que ton plâtre que t'as, parce qu'un plâtre c'est une sculpture, est-ce qu'elle est bien faite ou pas, tu vois. Et du coup, vu que je préfère dessiner les gens dehors, sur le vif, tu vois, le croquis-nu, c'est ce que je fais le mieux entre guillemets, capter un visage, capter un mouvement. Je trouve que c'est tellement, enfin, tu ressens vraiment le truc, même si c'est académiquement correct. Tu vois, t'as une belle pose, t'as le deltoïde, tu le fais bien, j'en sais rien, la plante des pieds, t'arrives à bien dessiner ce que tu vois, mais t'ajoutes quelque chose, tu vois, tu sens la vitesse, enfin le plaisir que tu prends en dessinant rapidement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et justement, en dessinant rapidement, le dessin d'observation du vivant dans la rue, etc., je pense que c'est un très bon exercice parce que les gens, ils vont pas attendre que tu dessines avant de partir. Rapide, et justement, j'ai une question par rapport à ça. Toi, tu as commencé un peu comme ça sur les réseaux, notamment. Est-ce qu'au début, parce que moi, c'est un truc qui peut me freiner parfois à certains moments, c'est vas-y, genre ça me gêne de dessiner quelqu'un que je connais pas. Tu vois, genre, est-ce que tu as eu ça un peu au début ou... C'était le jour de mon anniversaire. Je me rappelle la première fois que j'ai fait ça. Et je sais pas, il pleuvait, ça me faisait chier. Genre, je sais pas, je me dis, vas-y, tu sais quoi. Je savais pas quoi faire dans le métro. En fait, j'en avais l'air d'être sur mon téléphone. J'avais ouvert les yeux. Tout le monde était sur son téléphone. Je me dis, vas-y, c'est quoi, je dessine. Et en fait, je m'en foutais. Après, je suis très rien à foutre. Je regarde des gens et tout. Tu vois, en fait, moi, tu vois, mon téléphone, je le mets dans la bouche comme ça, en 0,5. Et vraiment, j'en ai rien à faire. Donc, c'est pas le cas de tout le monde. J'ai pas compris le. En fait, quand je dessine, enfin, des fois, je fais comme ça. Ah, pour filmer? Ouais. Ça te dire à quel point j'en ai rien à faire. Mais vraiment. Genre, c'est comme ça que t'as fait tes plans dans le train, en là, école d'art et tout. Oui, c'est comme ça. Rien à faire. Je me demandais comment tu faisais. Je pensais que tu tenais avec la main gauche. Non, vraiment. En cours de sculpture, c'était comme ça, avec mon truc comme ça. Mais rien. En fait, je suis vraiment à ce niveau-là de je m'en fiche, je regarde des gens, mais t'as des gens qui sont plus timides. Donc, je peux comprendre. Mais en fait, le conseil que j'ai à donner, c'est dessiner des gens qui sont sur leur téléphone en train de lire un livre ou faire autre chose. Parce que s'ils sont comme ça et qu'ils te voient, là, c'est sûr, ça va créer un truc chelou. Mais si tu dessines quelqu'un qui est occupé, qui dort, tu vois, dans ton univers, tu sais qu'il va pas te regarder, tu sais qu'il va pas te faire yesh, tu vois. Mais rien à foutre. Enfin, personnellement, je sais qu'il y a des gens qui ont plus de mal. Mais conseil, tu dessines quelqu'un qui te regarde pas, qui est concentré sur autre chose, et là, t'as moins de conseils. Mais sinon, rien à foutre. Ok. Il y a une question. Alors, je sais pas si je vais réussir à l'exprimer correctement, mais est-ce que toi, qui essaye d'évoluer dans l'art, au-delà de tes vidéos, tu peux connaître une frustration par rapport à ton niveau? Tu vois, je veux dire, tu as une notoriété qui est déjà présente. Et est-ce que tu penses que genre ta notoriété, elle va faire de l'ombre à ton évolution dans le dessin, dans le sens où est-ce qu'il y a un moment où tu seras pas en train de te dire est-ce que je suis connu pour mes dessins, tu vois? En fait, je pense que c'est plus le truc de tu pratiques moins parce que tu fais plus de vidéos, c'est plus ça, tu vois. Mais après, en fait, ce qui est bien quand tu dessines aussi, c'est que tu apprends à dessiner sans dessiner. Tu vas dessiner avec les yeux, tu vois, genre quand je te regarde, tu vois, t'apprends à... En fait, personnellement, si je m'arrête pendant une période, je trouve que je dessine mieux après parce que du coup, j'ai beaucoup dessiné avec mes yeux. Tu vois, t'apprends à voir les proportions, etc. Tu te mets en... Mais c'est sûr qu'en fait, le seul frein, c'est peut-être moins dessiner parce que j'écris plus mes vidéos, parce que ça prend beaucoup plus de temps maintenant. Mais sinon, en fait, tout est une question de vidéo, tu vois. Genre, franchement, il y a tout le monde me dit oui, je t'ai vu en école d'art, etc. J'ai fait tes sculptures, etc. Donc en soi, ça dépend de ce que tu montres, tu vois. Okay. Si demain, tu me vois interviewer quelqu'un, par exemple Pierre Ninet, mes dessins ils étaient claqués dans la vidéo. C'est sûr que là, tu me connais là-dessus, c'est moyen. Mais si tu vois les vidéos où je dessine les gens dans la rue, tu vois, en fait, ça dépend. Ouais, parce qu'en soi, par exemple, je sais pas, je vais prendre l'exemple de bon, je sais pas. C'est vrai que le Liguane sur la vidéo de Pierre Ninet. C'est tombé, horrible. Mais après, c'était trop dur. On avait 10 minutes, on devait dessiner en même temps
que animer, c'est très dur. Franchement, c'est limite. Mais d'ailleurs, je te coupe, mais comment t'as eu Pierre Ninet en interview? On m'a contacté, on m'a dit gros, interview-le. Et de base, je vais faire un TikTok. Mon agent, il m'a fait non, tu vas faire une belle vidéo, d'accord, après une prod et tout. Et du coup, ça m'a ouvert pas mal de portes ce truc. Mais ouais, c'est assez cool. C'est lunaire. Ouais, c'est lunaire. Mais c'est cool en vrai, c'est marrant parce que en fait, il a dit un truc vrai de fou dans l'interview. Mais bon, attends, je finis sur ce que je disais. T'inquiète. Et en gros, c'était la question, c'était. Ah voilà, je vais prendre un exemple de créateur. On va prendre, je sais pas, Squeezie. Ouais. Squeezie, il est pas connu que, par exemple, pour qui est l'imposteur, tu vois. Il est connu pour ses trucs gaming, etc. Donc en fait, ou même, je prends un artiste, on va prendre n'importe quoi, on va prendre Dali. C'est mieux, c'est plus parlant. On va prendre Dali, par exemple, il est connu parce qu'il a également, il a fait de la mode, il a fait des robes, il a fait du dessin. En fait, ça dépend. In fine, les gens te connaissent pour toi, pour ce que tu représentes. Pas pour ce que tu fais précisément, mais ils connaissent pour certaines parties de ta vie, mais ils connaissent pas la globalité de ton travail. Mais au final, non, les gens, ils connaissent Baggy avec sa famille, tu vois. Enfin, Baggy, il mange du cérébrolé avec sa famille. Bon, faut pas le citer. Enfin, Baggy, il mange un truc de luxe avec sa famille. Baggy, il est en. Non, parce que je sais pas, il faut pas citer de marque, je sais pas. Non, mais moi, je m'en fous. Ok, d'accord. T'inquiète, ils vont pas sponsoriser. Ouais, non, mais je sais pas. Baggy, Baggy mange du cérébrolé avec sa famille. Baggy, il fait des vannes avec sa famille. Baggy, il fait de la peinture. Baggy, il fait des trucs. Enfin, il fait de la sculpture. Baggy, il interviewe des gens. Il parle d'histoire de l'art. Et au final, les gens te connaissent. Voilà. S'ils te connaissent, c'est suffisant. Et après, ce qui est gratifiant, par contre, c'est que du coup, ce que je fais, c'est pas genre, hey, t'es trop con sur Internet. Non, c'est genre, j'aime bien ce que tu fais, tu m'apprends des trucs. Ça, c'est gratifiant. Je vois. Et là, si je te pose un genre d'ultimatum en mode, tu préfères être connu pour ton travail sur Internet, tes vidéos, etc., ou pour ton art? Bah, l'art, 100 fois. C'est tellement plus. Enfin, les vidéos, je ferai pas ça toute ma vie, hein, genre, c'est sûr. Mais l'art, 100 fois. Tu vois, l'art, t'as un statut, t'es artiste. Les gens, t'es prisé parce que tu sais faire quelque chose que les gens ne savent pas faire, tu vois, comme t'es artiste, tu vois, chanteur, tu vois. Donc t'aimes l'image que ça renvoie? J'adore l'image que ça renvoie, et puis même l'estime de soi, tu vois, tu crées des choses que les gens apprécient, tu vois, genre quand les gens aiment bien mes dessins, je suis ok, d'accord. C'est moi qui ai fait tout de mes mains, c'est mon truc, c'est des trucs que j'ai bossé, et les gens valident. Et imagine, ça se vend des millions, bah oui. Enfin, après, tu vois, l'objectif. Mais les vidéos, c'est aussi toi qui les crées. Tu vois ce que je veux dire? Oui, les vidéos, c'est toi qui les crées, mais c'est moins ta personne, parce que les vidéos que je fais, ça dépend quelle vidéo, tu vois. Par exemple, quand je fais une sculpture que les gens kiffent, bah, c'est trop bien, tu vois. Mais créateur de contenu, c'est à choisir, ouais, être artiste. Bah, je le suis, hein. Enfin, je le suis parce que du coup, je vis de mon art, mais oui, à choisir 100%. Voilà, parce que créer des vidéos, c'est fatigant aussi. Genre, les gens se rendent pas compte, mais c'est très fatigant de toujours là, faire des vidéos, être toujours présent, parce que si t'arrêtes, les gens t'oublient. Enfin, même si bon, tu peux. T'as vraiment cette peur un peu? Non, mais je m'en fiche parce que si je rate, je toujours ce que j'ai dit, si mes vidéos marchent pas, c'est que c'est de ma faute. Tu vois, les créateurs de contenu ont grave du mal à se remettre en question. Il y a des créateurs de contenu, ils remettent en question l'application YouTube, TikTok, alors que non, tes vidéos c'est de la merde, c'est tout. Genre, ouvre tes yeux, tes vidéos sont moins bien qu'avant. Donc en fait, si mes vidéos sont moins bien, c'est que c'est de ma faute. Si mes vidéos marchent, c'est grâce à moi aussi. Mais ce truc-là, non, je m'arrêterai pas. Genre, je gagne ma vie, je fais un truc qui est correct, qui est cool, tu vois. C'est pas comme si. Bon, on va citer personne, mais tu vois, j'essaye de faire du contenu qui puisse apporter ma pierre à l'édifice. Tu vois, t'as des gens, bon, ils vivent de leur image parce qu'ils sont beaux, belles, etc. Ils gagnent leur vie, c'est très bien, tu vois. Mais je trouve ça plus gratifiant d'apporter quelque chose de différent, tu vois. Après, oui, je fais des vidéos plus déconnantes. Mais non, disons que, voilà, j'arrêterai pas. J'ai pas peur que tout s'arrête parce que c'est ma faute. Si tout s'arrête, c'est que j'ai arrêté. Ou alors que j'ai tué quelqu'un ou que j'ai fait une dinguerie de fou. Mais c'est pas au programme. C'est pas au programme. Peut-être plus tard. Non, je rigole. Genre d'ici quelques objectif années. 2026. Exactement. Mais non, en vrai, non, j'ai pas cette peur-là, tu vois. Genre, j'ai plus la peur de savoir comment faire mieux, tu vois. Genre, même si bon, je sais déjà comment faire, tu vois. Genre, j'ai déjà dans ma tête. Dans ma tête, c'est un échiquier, tu vois. En fait, dès que j'ai commencé la vidéo, je savais exactement comment. Je sais pas comment expliquer, mais j'avais déjà tout prévu de A à Z. Comment ça? Tu peux expliciter? J'avais tout prévu. En fait, quand j'ai commencé la vidéo, je savais que, par exemple, premièrement, étape 1. Savoir faire des vidéos. Deuxième étape, faire du stream pour créer ma petite communauté. Étape 2, étape 3, faire des vidéos plus travaillées pour être plus ancré. Étape 4, commencer à faire des feats, s'inscrire dans la société. Là, t'es à étape 5? Là, je suis à étape 4. 4, commencer à faire des feats, travailler son image et puis avoir de projets plus sérieux. Et après, l'étape 5, évidemment, se détacher de cette image de youtubeur et vraiment avoir l'image que tout. Enfin, c'est la plus longue, l'étape 4. Okay. Tu vois, avoir cette image de artiste à part entière qui ne fait plus que des vidéos. Et entre-temps, tu as des choses qui se greffent. Tu vois, genre, par exemple, ma famille fait des vidéos. Ok, bah, tu te greffes à moi, ça fait évoluer plus vite. À côté de ça, tu crées une marque. Ok, tu rencontres des gens. Ok, tu ajoutes un agent, etc. Mais sinon, dans ma tête, c'est vraiment un échiquier. C'est genre vraiment un jeu vidéo. Tu fais ça bien, tu t'entoures bien. Tu vois, j'ai grave la notion de One Piece et de son équipage, tu vois, créer son navire et ramener les gens petit à petit avec toi et les garder, des gens compétents.
vois, que ce soit mon directeur artistique, mon agent, mon monteur, mon media maker, ma famille qui est du coup, je vois ça comme vraiment un navire qui avance et qui du coup, bah voilà, j'avais déjà tout prévu dans ma tête. Et est-ce que enfin, je veux dire, t'as quand même, t'as quel âge? T'as 22 ans? 22, ouais. Tu vois, t'as déjà pas mal de trucs. Ouais. T'es reconnaissant de ça? C'est-à-dire? Bah en mode, il y a des personnes qui, je veux dire, t'as 22 ans et t'as déjà beaucoup de choses, tu vois. Oui. En fait, j'ai mes amis, enfin mes meilleurs amis, tu vois, j'ai peu d'amis, mais c'est les mêmes amis depuis 15 ans, tu vois. Et en fait, eux font des trucs plus... conventionnels, plus traditionnels, plus conventionnels, ouais. Enfin pas conventionnels, mais genre plus communs, on va dire, tu vois, ils font leurs études, leur master, etc. Et en fait, j'ai toujours les pieds sur terre parce que j'ai mes amis dont je suis proche, et tu vois, avec mes potes, je suis une petite merde. Enfin, genre en mode dans le sens où je suis pas le mec le plus drôle du groupe, je suis pas le truc, mais rien n'a changé, tu vois. Genre mes amis me disent que j'ai pas changé, donc tant mieux, tu vois. Mais disons que je me rends compte que ce que je fais, c'est pas commun. Ouais. Mais je dois tout à mon travail. Après, il y a également des rencontres, etc. Mais c'est ça, c'est que tu vois, t'as des opportunités de fou, etc. Enfin, c'est... Mais après, tu sais, quand je prends le comparatif, tu vois, je prends pas de vacances, j'en prends une fois par an. Là, je suis parti 3 jours à Lyon, la première fois depuis 1 an, je suis pas parti. Et il pleuvait. Et il pleuvait en plus, tu vois. Mais non, disons que je bosse beaucoup pour avoir ce que j'ai, mais je suis conscient quand même de ce que j'ai. J'aime pas m'inventer, tu vois, quand t'es souvent en soirée avec des gens qui ne font pas ça, tu vois, t'es souvent le centre de l'attention, enfin, genre en mode ouais, qu'est-ce que tu fais et tout. Et moi, ça me gêne parce qu'en soi, tu sais que ça peut en rendre certains pas jaloux, mais tu sais, envieux, pas envieux, mais genre pas en rendre Mais en fait, certains. de base, t'es différent. Enfin, ça te rend différent de voilà, et du de coup, ça. ça peut créer quelque chose tu vois, comme je te disais tout à l'heure avec mon école, ça crée quelque chose, un décalage. Exactement. Et ce qui met mal à l'aise, tu vois, ce que je veux pas du tout, parce que voilà, heureusement que j'ai mes amis qui mettent les pieds sur terre, je pars avec eux, enfin, je pars tout le temps avec eux en vacances et tout, enfin, tout le temps, non, on essaie de partir une fois par an. Et j'ai la chance d'avoir un entourage hyper sain qui font justement des choses plus communes, tu vois, qui me posent des questions sur mon taf et tout, mais c'est pas du tout le centre du sujet, on s'en fout, tu vois, on parle de mes potes, les meufs qu'il a géré et tout, tu vois, genre, enfin, des conversions de potes. La quoi. classique. Voilà, mais et justement, restreindre son entourage, ça aide beaucoup à avoir les pieds sur terre pour pas justement prendre n'importe qui comme ami, se sentir pousser des ailes et tout, non. Ouais, j'avance, je fais mes trucs et puis voilà, mais je suis conscient de ce que je fais. Je suis conscient que j'ai beaucoup à mon âge et que c'est pas tout le monde, mais je suis conscient aussi que j'ai beaucoup travaillé et que mon entourage me le rappelle. J'ai beaucoup travaillé, mais que voilà, je suis une petite crotte, que je suis. On se taille tout le temps et tout ça. C'est hyper important d'avoir un entourage sain de fou. Mais c'est grâce à mon entourage, on va dire. Trop cool. On peut revenir sur ce que tu allais dire tout à l'heure par rapport à ce que Pierre Ninet a dit. Ouais. Bah, j'ai interviewé Pierre Ninet, il a parlé de les gens qui procrastinent. C'est un sujet avec surtout quand on est jeune avec nos téléphones, on pousse toujours au lendemain, etc. Ou avec nos téléphones, on dit ouais, je le ferai plus tard. Il a dit un truc dans le sens où les gens qui procrastinent sont souvent perfectionnistes. Je sais pas si je suis d'accord avec ça parce que c'est trop facile, tu vas dire ouais, je suis perfectionniste donc je fais pas. Il y a des gens qui ne font pas du tout. Mais en gros, il y a un truc qui est vrai, c'est que c'est pas grave si c'est pas parfait. Montre-le. Il y a des gens qui kifferont quand même. Tu dis ah ok, t'as kiffé ça ce que j'ai fait, parce que du coup c'est surprenant parce que rien n'est parfait, tu vois. En général on dit qu'il faut que tu lances tes vidéos YouTube si elles sont à 70%. Si t'es à 70% satisfait de ton travail, tu le lances. Parce qu'être 100% satisfait d'un truc, c'est pas possible et du coup ça te freine, du coup tu fais pas. Et il a eu dit ouais, c'est super vrai quoi. Enfin ça a fait tilter beaucoup de gens, j'ai vu sur les réseaux. La vidéo a vraiment marché, tout le monde la mettait en story parce que tout le monde se retrouvait, beaucoup d'artistes. Tu te retrouves toi dedans? Bof, parce que enfin pas trop, parce que je suis pas de tendance à perfectionner au maximum quelque chose. Genre vraiment, si je dois l'envoyer, je l'envoie. Et puis quand je dois faire un truc, je le fais. Je suis pas procrastinateur perso. Donc non, mais justement, tu te retrouves dans le conseil de Pierre de dire ok, si c'est pas parfait, j'envoie quand même. Tu vois. Ah oui, non, faux. Oui, c'est sûr, il a totalement raison. Ah oui. C'est sûr, mais dans la procrastination, j'étais pas. Enfin, moi, c'était pas concerné. Tu te sens pas comme. Non, en vrai, bah non, quand t'es créateur, tu peux pas procrastiner parce que t'as des gens qui t'attendent. T'as des gens toutes les semaines, frérot, elle est où ta vidéo? Ah ouais. T'as des marques, frérot, tu m'envoies le script, sinon enfin, tu vois, t'es obligé, t'as des échéances. Ouais. Mais pour le truc, oui, il faut envoyer, il faut ne pas avoir peur, faut pas se poser 10 000 questions, faut pas, oui, mais alors je vais faire ça parfaitement. Vas-y, envoie, et des gens ils vont kiffer, tu vas voir, et puis ça va te pousser à faire encore mieux, et c'est là que tu feras quelque chose d'encore mieux, tu vois. Mais oui, il a dit quelque chose d'assez vrai. C'est trop bien. Ouais. En vrai, vraie opportunité, ça, de rencontrer, tu vois, des acteurs et tout, tu vois, qui sortent de la niche dans laquelle t'es, c'est rare, tu vois. Mais après, je l'ai remercié sur Instagram, il m'a bien vu, bon, c'est pas grave. Mais je pense qu'il devait être occupé, c'est pas grave. Mais genre, ouais, t'inquiète. Il m'a remis en story, par contre, donc ça, c'est au coup, tu vois. Ah ouais? Mais oui, mais c'est marrant en vrai. T'as fait une autre interview sur laquelle j'aimerais bien qu'on revienne, et tu l'as mentionné tout à l'heure. C'est pendant ton année de césure, t'as aidé des gens. Ouais. Et t'as fait une interview avec un mec qui s'appelle Tony. Tony, ouais. Tu peux expliquer également? C'est particulier, ça aussi. Bah, en gros, voilà, je suis juif, et dans la religion juive, t'as la tzedaka. La tzedaka, c'est le fait d'aider les gens. Okay. Et chez les musulmans, c'est la tzedaka, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est pareil en soi.
Et c'est le fait d'aider les plus démunis. Je ne veux pas parler pour eux, mais je crois que c'est ça. Mais en tout cas, chez les Juifs, pour nous, on doit. Enfin, je ne suis pas religieux, pas du tout. Mais le seul truc que je fais, c'est aider, on va dire, les personnes que je vois dans la rue. Je dois toujours dire que j'ai une pièce, etc. Et un jour, il y a une dame dans notre ville qui s'appelle Denise, qui a toujours 2 gros caddies, etc. Et on la voit. Et je vois, elle parle avec un nouveau sans-abri qui vient d'arriver, mais qui est tout recroquevillé avec un œil aveugle et tout. Et je me dis, waouh, quand même, chelou. Donc je vais les voir et j'ai 2 pièces de 2 euros. Et les 2 pièces de 2 euros, je les donne aux 2. Sauf que Denise, elle a sa pièce, elle la donne à Tony. Et je me dis à quel point est-ce qu'il est dans la merde, lui, pour qu'elle lui donne son argent. Ah, parce que Denise, c'est aussi une. Oui, c'est une personne à qui on donne de l'argent, etc. Et je dis, waouh, ok. Donc le lendemain, je le dessine, je lui achète un petit pain au chocolat et tout. Il me raconte sa vie, il me dit qu'il a un cancer en phase terminale et qu'en gros, il fait la manche pour payer ses médicaments. Donc même pas pour payer à manger. Je fais, ah, ok, d'accord. Il me dit, ouais, j'ai plus mon enfant, j'ai plus de travail, truc et tout. Du coup, je paye du coup ses médicaments pour la journée et je sors la vidéo. Et la vidéo, elle me dit qu'elle lui change la vie. Genre vraiment, ses médicaments sont payés, il peut revoir ses enfants, il a sa CMU, je crois. Donc, c'est des médicaments qui sont payés par l'État, il me semble. Et donc, ça lui change sa vie. Je me dis, bah, tu sais quoi, j'ouvre une première cagnotte pour lui. Donc, il y a 1 an. Il y a 2 ans, pardon. Et donc, la cagnotte marche, on fait 1 500 € en quelques jours et tout. Enfin, en une semaine. Non, en 1 mois, pardon. En 1 mois, on fait 1 500 €. Et du coup, l'argent, bah, je lui donne. Et c'est pour l'anniversaire de sa fille. Donc, il donne tout l'argent à sa fille. Et du coup, bah, 1 an après, je me dis, bah, tu sais quoi, je vais l'interviewer pour qu'il parle de sa vie, tu vois. Et là, j'ouvre une seconde cagnotte. On récolte sur 6 000 € en une semaine. Genre vraiment n'importe quoi. Et la vidéo marche bien et ça l'aide encore, tu vois. Il avait une opportunité de travail, mais bon, du coup, il faut que je relance pour son travail, etc. Mais ouais, en fait, aider cette personne-là, tu vois, ça m'a vraiment beaucoup apporté aussi personnellement. Parce qu'en soi, en tant qu'artiste, en tant que créateur, on se doit d'être engagé. Et je trouve qu'il y a justement, pas un tabou, mais c'est difficile de savoir sur quoi s'engager, etc. Et la cause des sans-abri, que ce soit à l'instar de Coluche, tu vois, que j'admire beaucoup dans son travail, etc. Tu vois, je trouve que c'est important d'aider les gens. Et faire ça, bah, ça crédibilise. Moi, ça me crédibilise en tant que créateur parce que je sais que ça a apporté en termes d'image, mais personnellement aussi, ça m'a tellement apporté de me dire, ok, d'accord, voilà ce que j'arrive à faire pour des gens et puis je l'ai aidé. Ouais. Parce que, ok, oui, ça va aider l'image de Baggy, etc. De l'entreprise, oui, ça améliore l'image. Et enfin, j'en suis conscient, tu vois, je suis pas teubé, hein, je sais rien que faire ça va m'aider, etc. Mais par contre, au premier abord, quand je l'ai fait, ça m'a tellement aidé personnellement. Je dis, ok, donc on peut vraiment faire des trucs. Tu vois, on peut vraiment aider les gens. C'est possible d'aider les gens avec les vidéos. Tu peux avoir un impact. Voilà, et j'ai fait, waouh, ok, bah, je vais faire ça. Et là, je bosse sur une asso, mais c'est pendant quelques années, tu vois, pour aider les sans-abri, mais ça te change ta vie et tu te dis, ok, d'accord, on va faire ça. Tu vois, ok, on va aider les gens, on va faire des choses cool. Respect. Stylé, gentil. Mais je sais que ça m'apporte beaucoup de bravo, etc. Mais moi, je l'ai même pas fait. Je l'ai fait juste parce que je me suis dit, vas-y, fais-le. Tu l'aides. Enfin, c'est dans ma nature. T'es assez spontané dans les choses que tu fais. Ouais, bah, il faut. Tu sais, quand tu dessines des gens sur le vif, t'es obligé de. Ah, la personne est marrante à ce moment-là, tu vois. Donc, vas-y, pourquoi pas. Tu vois. Même un jour, j'ai dessiné une dame. Elle avait une pièce de 50 centimes. Et je me disais, quoi, je vais la dessiner. Je vais voir si elle me la donne. Elle faisait la manche. Pour voir un peu ça. Parce que je la voyais, elle commençait à parler guerrière, mais de manière hyper gentille. Et parce que, en général, les personnes qui sont dans la rue, qui font la manche, tu sais, un peu recroquevillées sur elles-mêmes, elles parlent pas trop, etc. Et là, elle était super gentille, je la dessine et tout. Je lui dis, ouais, est-ce que vous pouvez me donner votre pièce? Je dois acheter un ticket de métro. Elle me la donne. Bah, du coup, je la prends. Et du coup, je lui rends, évidemment, et je lui donne 50 €. Et après, je lui dis, ouais, est-ce que vous avez un message pour le monde et tout? Il me dit, ouais, j'ai perdu mon fils, je l'ai jamais vu, il faut que je le retrouve. Il s'appelle Rémi Gary et tout. La vidéo fait 15 millions de vues, on retrouve son fils. Après, j'ai pas de nouvelles. Je crois j'ai pas eu de nouvelles. C'est ouf. Mais son fils a été retrouvé et tout. Les gens, ils ont repartagé pour qu'elle retrouve. Mais même juste sur TikTok. Hein, 13 millions de vues sur TikTok, après sur tous les réseaux, ça a dû faire peut-être 30 millions de vues. Un truc de fou. Et voilà, et faire ce genre d'action avec les réseaux, tu dis, ah ok, d'accord, c'est possible. Ok, ça, oui, t'améliores, oui, ça fait des vues, et tout. Ok, d'accord, des vues, je peux en faire autrement, mais ça te gratifie à un point personnel. Tu te dis, waouh, on peut faire des trucs de fou. Ouais. Et ouais, c'est cool, tu vois. C'est stylé. On va changer un peu de sujet. Bien sûr, bien sûr. Tout à l'heure, tu as mentionné certains artistes, justement Dali, qui était connu pour le fait qu'il fasse tu m'as dit des costumes, je crois. En fait, Dali, pour son extravagance, tu vois, il avait des costumes spéciaux, des animaux spéciaux. Exactement. Aujourd'hui, tu vois, il y a pas un adage, mais quelque chose qui dit qu'on est quand même dans une société où tu t'hyper spécialises. Généralement, tu es embauché par une compétence extrêmement précise dans laquelle il faut que tu sois le meilleur. J'ai l'impression que quand tu regardes ces artistes, peu importe lesquels, mais que tu as pu voir dont tu as fait l'histoire sur ta chaîne, ils vont être connus, par exemple, pour certains, pour leur talent de dessinateur, mais de sculpteur, d'inventeur, de poète, de peu importe. Tu penses que c'est possible aujourd'hui encore d'être un artiste et d'être connu pour plusieurs domaines? Bah oui, non, ça c'est sûr. Ouais. Par exemple, Michel-Ange, il n'était pas que sculpteur et
Et peintre, il était également poète, tu vois. Oui, mais justement, à l'époque, enfin maintenant on les a reconnus comme ça, mais est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, Pierre Ninet pourrait être connu en tant qu'acteur et grand peintre, tu vois? Bah oui, s'il est bon. Ok. Bah en fait, justement, c'est une question d'image surtout. Okay. Genre l'image, ça vaut plus que tout. Genre demain, ton podcast, il a l'image d'être celui qui parle de nouvelle génération, du meilleur podcast. Peu importe que tu parles d'un skater ou d'un peintre, tu seras le podcast qui parle de la nouvelle. En fait, c'est en fonction de ce que t'es, dans quoi t'es bon. Après, faut pas non plus déconner. Si t'es nul en peinture, t'es nul en peinture. Mais je sais pas, on va prendre Yaki comme. En fait, on manque de rockstar, je trouve, maintenant. Enfin, il y a plus vraiment de personnes qui à l'époque, vraiment, Dali, il y a les trois, Dali, Frida et Picasso, c'était des rockstars, quoi. C'était vraiment bah après, il y en a, mais moins dans l'art, je trouve. Mais après, c'est ça, je trouve, dans l'art, maintenant, c'est un peu plus timide. Niche. Voilà. En fait, c'est plus secret parce qu'en soi, de l'argent dans l'art, il y en a vraiment, les gens se rendent même pas compte à quel point, mais n'ont même pas idée à quel point ça coûte. Enfin, les artistes gagnent très mal leur vie, mais c'est tellement, même à l'époque, t'avais Basquiat ou Warhol. Maintenant, je trouve, tu n'as plus vraiment qui. Tu vois, genre, j'ai l'impression que quand il y a des grandes expositions qui vont avoir lieu, des trucs un peu fous, tu vois, et tout, bah tu retiens pas tant le nom de l'artiste, tu vois. Bah, je crois que même on n'entend pas tant que parler que ça, en fait, à la base, tu vois. Genre, l'art n'a plus. Enfin, ça va revenir parce que l'art, c'est intemporel et ça reviendra. Et j'essaye de bosser pour ça, d'ailleurs, pour, tu vois, montrer l'art. Mais en soi, pour moi, tout est une question d'image. Demain, Pierre Ninet fait de la peinture, c'est joli. Des gens aiment. Pierre Ninet sera peintre et acteur. Parce que c'est Pierre Ninet, parce qu'il a travaillé son image, parce que, voilà, demain, Drake, qui est un grand artiste actuellement, ou peu importe, Eminem, je sais pas, ils font, j'en sais rien, une sculpture. S'ils sont bons là-dedans, parce que bon, c'est bien beau de vouloir faire quelque chose de nouveau, mais il faut quand même être crédible, il faut quand même travailler, parce que comme dans tout, bah, ils seront acteurs, trucs, et justement encore plus légitimes que les autres, parce qu'ils ont réussi à faire plusieurs choses. Mais plus t'es connu, plus tu testes d'autres choses, plus t'es bon dans d'autres choses. Je vais prendre l'exemple de Billie Eilish, qui est mon artiste préféré en termes d'image, en termes de ce qu'elle apporte. Vraiment, c'est un exemple, un modèle. Billie Eilish s'est dessinée. Demain, elle sort des toiles après avoir chanté, parce qu'elle a que 22 ans, ce qu'elle fera, je pense. Je me mets rien à couper qu'elle le fera. Bah, ok, bah ça sera une grande rockstar. Elle saura faire de la peinture et de l'art, et du chant et tout. Et c'est une question d'image. Parce que tu vois, je vais te prendre un exemple. Je suis très très d'accord avec ce que tu dis. Mais tu connais Charles Leclerc? Oui. Ok. Il a fait une marque de. Tu savais qu'il avait fait un morceau, un album, enfin un EP sur Spotify avec Sofiane Pamar? Je veux pas que c'est Sofiane Pamar. Un pianiste. Ok. Un grand pianiste. Ok. Et tu vois, genre, je trouve que c'est ouf parce que Charles Leclerc, c'est un mec qui a aussi une résonance qui est folle. Enfin, je veux dire. Oui, bah oui. Mais je crois qu'il a fait une marque de glace ou je sais plus quoi, de boisson. Ok, bah ça je savais pas. Mais tu vois, je trouve son EP, on n'en a pas du tout entendu parler. Et pourtant, avec Sofiane Pamar, qui est en termes de pianiste moderne, un des plus grands, tu vois. C'est une question de communication. Ouais. Est-ce qu'on a entendu parler Charles Leclerc de ça? Je sais pas beaucoup. Ouais, c'est ça, peut-être aussi. C'est une question de communication. En vrai, tout est une question de communication. Demain, tu fais 1 million de vues sur ton album. Enfin, demain, Charles Leclerc, il faisait 3 vidéos où il disait oui, allez écouter mon album, les vidéos marché, ou j'en sais rien. Enfin, tu vois, d'une manière attrayante, ça marchait, tu vois. Après, il voulait garder ça pour lui, tu vois, que c'était un projet personnel qui n'était pas non plus une volonté de succès. De succès, juste ça pour le kiff, tu vois. C'est comme ça, c'est possible aussi, tu vois. Mais non, pour moi, il y a un mec, il a vendu, je sais pas, pour 3 millions d'euros de cailloux, parce qu'il a fait des bonnes pubs. Ouais. Et il a fait, ouais, avec votre caillou, ce sera votre meilleur ami. Pour moi, vraiment, tout est une question de communication. Demain, tu peux rendre n'importe quoi célèbre et connu, surtout en plus avec TikTok, parce que tu as fait le bon format, la bonne vidéo au bon moment. Ouais. Ok. Et voilà. On en a parlé tout à l'heure en off. Tu as fait une vidéo avec une banque. On va pas forcément la citer, mais tu as fait une vidéo avec une banque sur laquelle tu expliques un projet futur. Ah ouais. Moi j'étais en mode waouh, c'est big projet, tu vois, c'est huge et tout. Pourquoi t'as parlé de ce projet-là? Parce que tu m'as dit plus tard que c'était en fait un projet très très long terme. En fait, je sais pas. À la base, je parlais de ma marque de dessin qui est déjà mon projet actuellement le plus ambitieux. Parce que vraiment, tu peux expliquer peut-être d'abord ça? Bah, en gros, je suis en train de créer une marque de dessin qui soit abordable, de qualité pro, vraiment très jolie, tu vois. On bosse vraiment beaucoup la DA. Et voilà, ça sort à la rentrée là. C'est vraiment mon plus gros projet qui m'a coûté le plus de temps, d'argent, etc. Et on a un projet futur. Enfin, en fait, voilà, je crée une marque de dessin qui est avec Clowns, donc ça sera pour les étudiants, pour les jeunes, etc. Parce que j'ai beaucoup de jeunes qui me regardent sur YouTube, surtout, mais très jeunes. Du coup, je me suis dit autant de créer quelque chose de joli, attrayant et abordable.
Et à côté de ça, je sais pas pourquoi je suis parti dans un délire où j'ai parlé vraiment de mes projets, mais plus tard, genre ce que j'aurais pas dû faire. Parce que mon agent il m'a dit, mais pourquoi t'as parlé de ça? Il m'a dit, t'aurais dû parler français, parle tout droit. Parce que pour mettre un contexte, en gros, c'était une banque qui organisait un genre de concours de pitch voilà, entre 3 créateurs. Entre 3 créateurs qui avaient le meilleur projet entrepreneurial. Et d'ailleurs, bon, j'ai pas gagné parce que j'ai pas donné mes chiffres. Parce que du coup, ils voulaient des chiffres et je leur ai pas donné parce qu'en termes. Enfin, je peux pas. C'est dans 30 ans. Après, je leur ai dit en off. Non, mais en termes de chiffres, en termes d'argent, quoi. Okay. Je leur ai dit en off, ils ont fait ah bon. Et du coup, bon, bref. Du coup, ils m'ont dit, mais pourquoi tu l'as pas dit et tout. Bref, bon, c'est pas grave. Mais en gros, le projet, ce que j'aimerais un jour, c'est de créer une école d'art. Enfin, c'est sur 30 ans, c'est un projet qui prendra tellement de temps, mais une école d'art où justement on apprend la communication et l'art et que ce soit accessible à tous. Et justement, ma marque de dessin soit partenaire de cette école pour fournir parce que le matériel est très cher en art et les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est très très cher. Et justement, je voulais offrir le matériel directement disponible dans l'école, mais justement, on prenne que des cracks dans n'importe quel domaine, que ce soit grand ou vieux. Mais ça, c'est un projet pour tellement d'années. C'est 10 ans de travail. Je sais même pas combien d'années de travail, c'est sur des années, des trucs qui peuvent durer. Parce que j'ai une académie un peu. Parce que j'ai un rêve. Mon rêve le plus cher, c'est de créer quelque chose qui dure 1000 ans. Okay. Un projet qui dure 1000 années. Et je suis en train de chercher qu'est-ce qui peut durer 1000 ans. Et je me dis qu'une école, oui, ça peut durer 1000 ans en soi. Mais après, je sais même pas si Apple durera 1000 ans. Enfin, on sait pas, tu vois. Ouais. Il y a des écoles, tu vois, je vais prendre l'exemple de... Non, je peux pas la citer. Mais par exemple, on va prendre l'exemple de la maison Canson, que ça fait 500 ans qu'elle existe, mais après, c'est les top 1, tu vois. Mais voilà. Et je me dis qu'une école crée quelque chose dans le temps qui puisse aider les gens. Ouais, c'est un projet qui me botte de ouf. Mais bon, c'est sur tellement d'années. Aujourd'hui, sur ta marque, c'est Clown. Il va y avoir des crayons, des gommes. Crayon, gomme, carnet, box de... En fait, c'est une box qui regroupera tout. Après, il y aura tous les produits à l'unité et il y aura 500 box pour le premier drop. Et après, du coup, il y aura 5 gagnants, 5 tickets d'or où ils pourront dessiner avec moi au Louvre. Okay. Ça serait cool, tu vois. C'est vrai ? Ouais, c'est épique. C'est trop drôle, en vrai, c'est trop mignon. Et après, la deuxième collection, ça sera crayon de couleur, sacoche, trousse. Et petit à petit, faire tous les produits qui existent dans l'art, etc. Parce qu'on a vraiment beaucoup d'avance. Et après, faire des sapes pour l'art, pour les artistes. De toute façon, dans l'art, t'as tellement de... T'as tout qui est... Rien qu'en peinture, t'as combien de types de peinture, voilà, et en gros, en fait, c'est vraiment un milieu où genre, on sait que ça peut marcher. Tu vois, et tu vois, des fois, tu te poses des questions, tu vois, est-ce que ça marchera et tout. Et mon pote, il m'a dit, mais gros, si toi, t'arrives pas à vendre une marque de dessin, qui va le faire? C'est ton métier, tu vois. Et justement, tu t'entoures de qui pour lancer ça? J'ai 2 personnes. J'ai mon DA, qui est un de mes meilleurs amis, et un mec qui s'occupe de tout le marketing. On est 3. 3 à tout faire. Enfin, moi, je fais la com, il y en a, il fait la DA, et l'autre, il fait toute l'administration. Ouais. Et c'est suffisant. Et ça se passe comment? C'est genre, tu fais du sourcing pour les produits ou... En gros, non, en fait, on a fait tellement de prototypes, mais... Ah ouais? Ah ouais, bah tu peux pas arriver avec un produit tu vois, tu dis qualité pro, tu peux pas arriver... Les carnets, on a dû faire, je pense, 20 protos pour avoir... Et ça va être quoi comme type de page, par exemple? C'est du 160 grammes le grammage, il est fou. Attends, bah je l'ai là. 160 grammes? Non, on a fait un carnet de fou, franchement... Ah, c'est celui que t'avais en haut? Ah, ok. Ouais, non, ça, c'est pas encore la version finale de la couleur, etc. Mais non, on a fait un carnet de fou. Franchement... on est trop content, genre des produits et tout. Non, on a de vraie qualité. On s'est vraiment fait sur les produits, mais on a dû faire des nombres de prototypes, mais on a des tonnes. Voilà, mais comme maintenant, je l'ai laissé gérer. Enfin, on avait la DA, on avait ce qu'on voulait. On a fait proto, jusqu'à avoir les produits finaux. Et là, ça arrive, c'est en cours de production. Enfin, ça fait 3 ans que je bosse sur le projet. C'est pas vraiment. Ah ouais, non, mais dès que j'ai commencé les réseaux, je savais qu'il me fallait un projet entrepreneurial. Bah, tu vois, je te disais les échecs. Enfin, tu vois, je savais. Exactement, ok. Je savais que quand t'es créateur, tu peux capitaliser en créant quelque chose. T'es écouté, t'as de l'audience. Donc, si tu crées quelque chose qui est en lien avec ton projet, avec toi, les gens le prendront, tu vois. Et ma marque, dès que j'ai commencé les réseaux, vraiment 6 mois après, je faisais ma marque, quoi. J'étais comme ça, déjà en train de bosser et tout. Donc ouais, ça fait 3 ans que je bosse le projet, c'est pas du tout un truc fait comme ça en 2 minutes. Vraiment, on a voulu faire un truc pro, trop beau et tout. Et bon, ça marchera parce que je ferai 1 milliard de vidéos dessus et que je bosserai à fond. Mais ça va être trop drôle, genre. Trop bien. En fait, justement, ça va être genre un nouveau point de départ de prouver que je peux faire des vidéos sur un truc qui n'a... Enfin, ça a à voir, mais créer un autre compte qui est vraiment sans ma tête et tout. Et voilà, et après... T'as un autre projet parce que là, on est un peu dans le thème des projets. Ouais, vas-y. On est en 2024. Avant 2025, il faut que tu aies fait une expo. Ouais. Comment on fait pour faire une expo en 1 an? Bah, j'ai de la chance d'être créateur et d'avoir de l'audience. C'est-à-dire qu'en mode là, j'ai juste dit ça, j'ai 3 galeries, elles m'ont dit ouais, on t'expose. Donc ça, c'est cool. Donc ça, le problème est déjà réglé. En fait, quand t'as une commu, ça facilite quand même certains choses. En fait, quand t'as de l'audience, en mode, c'est ça, les Nike, Adidas payent des créateurs, ou n'importe quelle marque paye des créateurs parce qu'ils ont de l'audience, parce qu'ils sont écoutés, parce qu'ils sont visibles. Et être vu, c'est ce qu'il y a de plus cher. Enfin, être entendu, être écouté, c'est ce qu'il y a de. Ça n'a pas de prix. Alors vraiment, ça n'a pas de prix d'être écouté, etc. La communication, ça n'a pas de prix. La communication, ça n'a pas de prix. Demain, tu peux être milliardaire sur une com comme ça. Actuellement, je trouve que c'est le moment le plus rapide. Enfin, on n'a jamais été aussi prêt. Enfin, ça n'a jamais été aussi simple, entre guillemets, d'être vu et de faire de l'argent
d'être vu, parce que faire de l'argent c'est encore autre chose, mais d'être vu ça n'a jamais été aussi simple. Et en général quand plus t'es vu, plus ça engrange de quelque chose. Mais du coup pour en revenir à la galerie, comment on fait? Bah on teste plein de choses, on trouve un axe. Là j'essaie de trouver déjà ce que j'aime tellement de trucs donc c'est compliqué, mais déjà trouver un axe. Je vais essayer de faire à peu près 30 œuvres. Et c'est ça, faut que tu t'imposes soit un thème, soit un style, soit faut un thème, enfin pas un thème mais un sujet, une directrice, une récurrence, voilà, une récurrence, un nombre de créations et des prix surtout aussi enfin je pense que c'est important, tu vois, de savoir combien est-ce que tu vaux sur le marché de l'art et tout, parce que c'est bien beau de faire des vidéos mais ça te crédibilise pas pour autant en tant qu'artiste, en tant que tu vois. C'est deux choses distinctes. Bah en vrai l'un peut aller avec l'autre si t'es pris au sérieux, etc., si tu fais des trucs vraiment big, etc., que t'as une petite ancienneté. Et puis voilà. Mais sinon, voilà, première étape, déjà trouver une ligne directrice, trouver ce que t'aimes. Et après, trouver la bonne galerie, parce que j'ai une pote qui a une mauvaise expérience avec des galeries, genre c'est fini en coup de... Et je vais te poser une question. Tu as déjà répondu en termes entrepreneurial, donc c'était un peu une de mes questions que je voulais te poser, mais tu as répondu. En termes d'entrepreneuriat, tu l'as dit, créer un projet qui durera 1000 ans. Tu vois. Enfin, ça, c'est vraiment mon rêve ultime. Voilà. Justement, j'avais une question en termes soit de YouTube, soit d'artistique. C'est quoi ton rêve? Alors, sur YouTube, c'est de faire un feat avec Cyprien. C'est vrai? Ouais, de ouf. Un rêve que j'ai, c'est de faire un feat avec Cyprien parce que c'est un des mecs que j'admire. C'est le mec que j'admire le plus sur Internet, tu vois, en termes... Enfin, c'est un artiste à part entière, tu vois. La réalisation, il dessine. C'était le numéro 1. Il y a une page dessin, d'ailleurs. Oui, tellement. Et puis, enfin, le mec était tellement loin, quoi, enfin, par rapport à ses concurrents, tu vois, quand tu vois ce qu'il produisait. Le mec faisait des films pendant que les gens faisaient encore des podcasts dans leur chambre, tu vois, genre le mec il était loin. Et voilà, un objectif que j'ai, c'est un jour de faire un feat avec Cyprien et de faire des vidéos avec des youtubeurs parce que tu sais, genre c'est trop drôle, tu vois, genre l'expérience est trop drôle, tu vois. Mais ouais, un feat avec Cyprien serait assez marrant. Continuer de faire des vidéos, inspirer les gens, etc. Et avoir le statut de Mister V, de pouvoir revenir avec un format qui marche bien. Ça, c'est l'objectif sur YouTube, c'est avoir le statut de Mister V, qui est bien aussi, tu vois, qui est vraiment, on te considère comme artiste à part entière, tu fais plein de choses, mais à côté, tu peux sortir des bangers sur YouTube, etc. On te voit dans d'autres vidéos de youtubeurs, etc. Ça, c'est vraiment, je pense que tous les youtubeurs veulent. Même Théodore est en train de le faire là. Mais sinon, en tant qu'artiste, bah, ce serait... Après, c'est tellement dur de trouver un courant, etc. Mais juste, faire des créas pour des gens connus, genre. Vraiment que tu sois une référence dans un milieu déjà de référence. Vraiment, être une référence en termes d'artiste. Je pense que ça, c'est pas mal, tu vois. Faut que ce soit en sculpture, en dessin, en peinture, etc. Tu vois, que les gens te contactent pour toi et pour ton art. Ouais. En fait, c'est tellement dur de mettre des mots sur ça, mais ouais, vraiment que mes toiles... En vrai, mes toiles se vendent 1 million d'euros. Voilà. C'est ça mon objectif. Voilà, c'est dit. Et aussi inspirer des gens. Enfin, en fait, les deux, l'un va avec l'autre. Quand tes toiles se vendent si cher, c'est que forcément t'inspires des gens. Trop bien. Donc en soi, c'est inspirer des gens en termes d'art, quoi. Ben, on va arriver sur les 2 questions de la fin. Vas-y. Alors, que je pose à tout le monde. Donc, la première, ça va être une recommandation. Ça peut être une lecture, une vidéo, un manga, un film, ce que tu veux, mais qui t'a drastiquement impacté. Tu vois, genre vraiment, quand tu t'es vu ça, tu t'es dit... un truc qui... Ah putain. Bah, en vrai, j'ai envie de dire One Piece. Ouais. Bah... C'est un peu bancal, mais sinon... Attends, mais tu peux continuer, parce que là, je t'ai dit, on est au 41e épisode. Moi, je l'attendais, cette réponse, tu vois. Ok, d'accord. Il n'y a personne qui l'a dit, One Piece. Personne n'a dit One Piece? Bah, franchement, il y a eu du Naruto plein de fois, du Vinland Saga, du machin. Mais One Piece... One Piece jamais? Bah... même le Mont Corvo l'a pas dit. Mais non, ils ont dit quoi? Ah, t'avais le Mont Corvo? Ouais. Oh, la dinguerie. Ouais. Ils ont dit quoi, eux? Ils ont dit Better Call Saul et Chainsaw Man. Better Call Saul? Attends, je suis en train de le regarder, à ce qui paraît, c'est bien. Bah ouais, en fait, après, parce que l'interview était déjà hyper axée sur One Piece, donc forcément, ils ont pas recité ça. Ouais, mais c'est vrai que... Mon Corvo, ils font partie des créateurs, des youtubeurs que j'admire le plus aussi. Ils sont trop forts. Leur narration est incroyable. Et ils sont trop gentils parce qu'ils ont accepté l'interview, j'avais pas encore sorti l'épisode. Ah, donc ils t'ont direct proposé. Ah, c'est trop bien. Ouais. C'est la première interview. C'est la 3e, mais j'avais pas encore sorti l'épisode. Ok, stylé, putain, trop bien. Ouais, ils sont hyper cool. Bon, alors One Piece, pourquoi? Déjà, One Piece, j'ai un tatouage que c'est marqué Roi des pirates en japonais ici. Ah ouais? Ouais, c'est le seul truc. En fait, ce que j'aime bien, c'est cette notion de
Déjà, ce qui est assez drôle, c'est que tu vois, dans l'équipage de Luffy, t'as un homme poisson, t'as un renne, t'as la diversité, un japonais. Ouais. Voilà. Et c'est ce que j'ai dans mon groupe aussi, tu vois, genre, par exemple, mon monteur, ouais, j'ai même un petit chat. Ouais. Non, par exemple, un truc trop drôle, mais genre, moi je suis juif, mon miniamaker, je sais plus, enfin, t'as mon monteur, il est musulman, t'as mon agent, il est renois, t'as mes potes qui viennent de partout, et je trouve ça trop drôle de justement créer cette diversité autour de moi. Genre, ça te nourrit vraiment premier degré, ça te nourrit de tout. D'avis différents, donc rien que ça déjà, juste accepter tout le monde sans vraiment ne pas faire attention à l'image plus à la personne déjà premièrement, créer son équipe, s'entourer de gens bons et puis voilà, et puis tout casser, enfin genre moi c'est ça qui m'inspire aussi dans One Piece, c'est le fait qu'il ait créé son propre équipage, voilà, et qu'après il y a un genre de sens du sacrifice pour chacun, voilà, et je trouve ça hyper beau, tu vois, et créer une confiance, tu vois, genre pour moi être un leader aussi entre guillemets, c'est savoir aussi aucun, on va dire, je sais plus c'était quoi, personne n'a réussi à créer quelque chose de seul. Bien fait. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Je pense que ça sera étudié dans les écoles, c'est même pas encore fini, mais c'est tellement, ça parle d'esclavage, ça parle de sa remise en question, ça parle de problèmes politiques, d'obscurantisme. One Piece te pose de bonnes questions, c'est quelque chose de sain qui peut faire avancer l'humanité. Mon guide, il y a des valeurs qui sont similaires. Il y a des valeurs que je trouve similaires, et je trouve que c'est un guide, voilà, enfin pour moi. Les mangas, etc., c'est un guide comme des livres, etc., tu vois. Et ouais, One Piece, ça m'a beaucoup apporté en termes de spiritualité et tout. Et en rapide, si tu devais faire une deuxième, mais pour citer... Est-ce que tu étais parti pour citer autre chose, du coup Billie Eilish. Ouais. Dans ses textes, ouais, j'aime beaucoup Billie Eilish. Genre, Billie Eilish a cette capacité de te faire entrer dans son univers, etc., tu vois, c'est assez... Faudrait que j'écoute plus, j'avoue, j'écoute pas trop, donc... En fait, j'aime bien parce que c'est monotone, mais ça te fait remet beaucoup en question, etc., si on parle courant, enfin si on parle anglais, c'est plus simple, tu vois, mais bien sûr. j'aime beaucoup le personnage, comment elle est engagée, etc. Billie Eilish, je conseille d'écouter ses sons aussi. Et finalement, dernière question qui sera un peu le mot de la fin, c'est un conseil que tu as envie de partager. Le conseil peut toucher tous les sujets, n'importe quoi, juste un petit message à faire passer. On va parler de création de contenu. Si vos vidéos marchent pas, c'est que c'est de votre faute. Et si elles marchent, c'est de votre faute aussi. Donc en vrai, il faut continuer. En fait, faut toujours se remettre en question, toujours son travail et jamais la plateforme ni son public. Si ça marche pas, c'est que tu as fait un truc de mal. Surtout sur les réseaux. Je dis pas que ta vidéo est mauvaise, c'est que peut-être ton intro est mauvaise, peut-être que le sujet n'est pas assez bon, peut-être ton montage est nickel, mais peut-être qu'il manque des trucs, etc. Peut-être que t'as pas assez bossé son image et tout. Voilà, et savoir aussi bien s'entourer. Ah oui, l'entourage, c'est tellement important. C'est quoi en vrai l'entourage aussi? Savoir qui est sain pour toi dans ton travail, dans ton évolution. Et toi alors, un conseil à donner aux gens? Un conseil, en vrai, oser les choses. Genre, moi, c'est justement le conseil que mon corbeau m'a donné. Ah ouais. Parce que, pour la petite signe, je ne l'ai jamais raconté, je vais le raconter rapide. C'était Japan Expo 2022. Et j'avais fait un épisode du podcast. Mon meilleur pote rentre d'Afrique du Sud, je l'avais pas vu genre depuis un an, tu vois. Et j'ai dit, viens, on se voit à Japan Expo. C'est la première fois qu'on y va tous les deux. Et je dis, ok, je veux faire un podcast et tout. Vas-y, il y a le Mon Corbeau, on va aller voir. Et au moment où on passe notre billet pour avoir... c'était un tirage au sort pour la dédicace. Il perd, je perds. Sauf que quand je perds, je sais pas pourquoi, mais le système de tirage au sort de la Japan ne fonctionne plus. C'est-à-dire que plus personne d'autre peut gagner de billets pour voir le Mon Corbeau. Donc nous, on va voir le staff, on leur dit, bah écoutez, votre système ne marche plus. Est-ce qu'on peut passer pour la dédicace? On se prend en vent, hein, bien sûr, direct, ils nous mettent en vent. Mais on insiste, on fait un peu les forceurs. Et au bout d'un moment, il dit, bah allez voir mon manager. On va voir le manager. Et le mec, trop sympa, il nous dit, bah vous voyez le mec en bleu? C'est mon manager. Quand il part, je vais voir le staff et je leur dis de vous laisser passer. Ok, cool. Le mec en bleu, il est jamais parti. Donc le mec, il est venu, il nous a dit, faites genre de montrer vos téléphones. Devant son manager, il a fait genre de nous biper. Il nous a laissé passer. Ah, stylé. On est arrivé au Mon Corbeau, devant Kamalekita, du coup, en tout dernier. Et on leur a dit, ouais, c'est quoi votre conseil que vous avez à donner un peu entrepreneurialement parlant? Ils disent, osez demander les choses. Et je suis drôle. Ça tombe bien, justement, podcast, ça vous chauffe. Et ils ont dit, vas-y, envoie-nous à tel mail et c'est comme ça. C'est trop drôle. Ouais, c'était assez vénère en vrai. Ouais. Trop bien. En tout cas, merci beaucoup, Samuel Bagui. Pas de soucis. Puis j'espère que ça t'a plu. Grave, ça fait plaisir, tu sais, vu que je suis très mégalo, je leur parlais de moi. Non, je rigole. En vrai, non, je l'ai jamais fait. Et puis tu sais, je trouve ça intéressant, tu vois, plus vous avez fait un bon truc, t'as un bon travail, une bonne image et tout, je me dis, pourquoi pas. Je l'ai jamais fait, tu vois. Ah ouais? Un bon exercice. Non, jamais. C'est un bon exercice en vrai, puis c'est marrant, tu vois, t'as des choses à dire et puis tu les dis un petit peu, tu vois, ça se fait plaisir. En plus, t'as des gens une petite thérapie. Exactement. En vrai, c'est vrai. C'est vrai en plus, tu vois. Tu parles et tout à cœur ouvert, tu dis des trucs qui te concernent un petit peu de manière personnelle. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé. Trop bien. Et on remercie encore une fois Underground Production qui a mis tout le setup en place, qui nous a régalé de A à Z. On va y respecter de ouf, hein. Franchement, c'est trop beau.
Et donc l'épisode il sortira dans 3 semaines. Ok. C'est un mec, t'as de l'avance. Hein. Ah ouais? T'es un mec, t'as de l'avance. Bah, je sors un toutes les 2 semaines donc. Ok, bah t'as de l'avance quand même.